Bonjour, bonjour à tous. Ouais, ça fait plaisir de voir une salle pleine, même après la fin de l'UNOC, hein, parce qu'évidemment l'UNOC est fini, mais l'année de la mer continue. On a encore de nombreux sujets à découvrir avec vous et de nombreuses propositions à vous faire. Je vais laisser très rapidement la parole à Jean-Vincent Ingracia, qui est chargé de mission de Monsieur Richard Chemla, qui s'occupe de biodiversité et d'environnement. Et à vrai dire, je voulais prendre la parole juste pour vous rappeler que donc l'Université de l'Océan continue jusqu'à la fin de l'année, que vous pouvez toujours trouver sur le site internet année-de-la-mer.nice.fr tous les éléments concernant donc nos rendez-vous. Aujourd'hui, donc, nous devons remercier la Direction de la transition écologique et de l'environnement et le service mer pour l'organisation de cet échange et cette projection, et j'espère que vous passerez un bon moment. Merci. Donc je prends le relais, je vais être bref aussi pour qu'on puisse avancer sur la programmation. Donc c'est la troisième conférence dans ce cycle de programmation dirigée par la Direction de la transition écologique et le service mer. Donc pour ceux qui étaient là au début, on a fait les aires marines protégées, après on a fait le sanctuaire Pélagos sur les cétacés, et aujourd'hui donc on décide d'aller un peu plus profond sur les fonds profonds. Alors on a mis les abysses, je ne sais pas si c'est vraiment les abysses parce que vous savez il y a une stratification de l'océan, et donc même après UNOC ça continue, on aura une prochaine ici sur la Posidonie en septembre, donc on va laisser passer l'été tranquillement et on reprendra en septembre. Donc pour la programmation d'aujourd'hui, on va commencer par l'accord Ramoge. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un accord international de 3 pays. Donc c'est l'adjointe au secrétaire exécutif Ramoge, pardon Clara, qui va présenter du coup cet accord qui est un peu particulier, qui était une volonté du prince Régnier III, et donc de toutes les actions que l'accord met en place. Puis ensuite on enchaînera sur le film donc, de David Luquet, donc qui est présent, qui pourra répondre à vos questions aussi, sur un poisson un peu mystérieux, qui laisse un peu rêver, qui est donc le régalec, et dont on a une spécificité du territoire, puisqu'à Villefranche, vous savez, le fond descend très rapidement, et donc cette surprise est arrivée que ce poisson des grands fonds, justement, a remonté toute cette profondeur pour venir se nourrir de plancton au plus proche de la surface, pas très loin en tout cas. Et donc ça donne des images magnifiques et pour voir aussi observer ce poisson dont on n'observe quasiment jamais, puisque on le voit quasiment jamais à la surface, près de la surface en tout cas. Donc voilà, je vais tout de suite laisser la parole donc à Clara qui va pouvoir monter pour présenter. Et après, donc, on pourra faire des questions juste après sa présentation. J'ai le micro, je passerai dans le public pour vous le donner. Voilà. Bonne conférence. Bonjour à tous, merci Jean-Vincent pour la présentation. Donc, je suis Clara Fricano, adjointe au secrétaire exécutif de l'accord Ramoge. Donc Florent Champion qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je représenterai le secrétariat de l'accord Ramoge aujourd'hui. Donc je vais vous présenter les campagnes d'exploration de l'accord Ramoge qui ont lieu grâce à une multitude d'institutions que vous voyez en bas, à la fois français, monégasque et italien, puisque l'accord Ramoge est un accord de coopération entre France, Monaco et Italie qui a été créé en 1976 relatif à la protection de l'environnement marin et côtier d'une zone de la mer Méditerranée. Donc, en effet, cet accord a été créé sous la volonté du prince Régnier III de vraiment protéger ce patrimoine naturel commun aux 3 pays qu'est la Méditerranée. Donc, à l'époque, c'est vraiment une initiative pionnière en 1976 d'avoir vraiment à cœur ces problématiques de protection de l'environnement marin. Et donc, au départ, la protection de l'environnement marin en Méditerranée, c'était sur une zone pilote qui était initialement de Saint-Raphaël à Gênes, en passant par Monaco. Et donc, c'est les initiales de ces 3 villes qui ont donné le nom à l'accord Ramoge. Et puis depuis, à partir de 1993, la zone de compétence de l'accord a été étendue de 2 façons. La première, c'est les eaux territoriales de Marseille à La Spezia pour tout ce qui est action de protection de la biodiversité. Et dans un second temps, c'est également une zone plus étendue que vous voyez en bleu qui est assez similaire au sanctuaire Pélagos pour tout ce qui est action de lutte anti-pollution. Et en fait, cette nouvelle action de lutte anti-pollution fait suite à la plus grande catastrophe de marée noire en Méditerranée, qui est l'explosion du pétrolier Haven en 91, qui a déversé plus de 140 000 tonnes d'hydrocarbures en mer et qui a vraiment poussé les gouvernements de l'accord à réagir et à mettre en place un plan qui s'appelle le plan Ramoge-Pol de prévention et d'action face à ces pollutions. Donc vraiment, l'accord met en place
cette coopération entre les 3 pays pour agir de manière efficace contre les marées noires. Et au-delà de ça, donc, on a toutes ces actions de protection de biodiversité côtière. On a des actions très variées qui vont du recensement d'espèces patrimoniales ou invasives de Méditerranée, et puis le suivi aussi de nombreuses pressions anthropiques, tout ce qui est déchets ou prolifération d'algues toxiques par exemple. Et puis depuis 2015, on a cette nouvelle action phare en termes de protection de biodiversité qui sont les campagnes d'exploration des milieux profonds. Alors, pourquoi mener des campagnes d'exploration en Méditerranée ? Comme vous pouvez le voir sur cette carte, en fait, la Méditerranée, elle a vraiment de très grandes profondeurs. C'est plus de 500 canyons et 240 monts sous-marins, avec une profondeur moyenne de 1500 mètres. Et voilà, une profondeur maximale ici, à la fosse Calypso, à plus de 5000 mètres de profondeur. Et voilà, tout ce qu'on voit, ces reliefs sous-marins, en fait, c'est donc des anciennes montagnes et vallées immergées qui datent de la formation de la mer Méditerranée. En fait, la Méditerranée, c'est le résultat d'un long processus géologique qui a débuté il y a des centaines de millions d'années, avec la dérive des continents et la fermeture de l'océan Tethys. Il y a 30 millions d'années, par exemple, il y a eu vraiment la Corse et la Sardaigne, en fait, qui se sont détachés du continent, ce qui a vraiment créé ces grandes profondeurs ici, chez nous. Et puis, la forme actuelle de la Méditerranée s'est stabilisée après l'épisode qu'on appelle messinien. En fait, c'est l'assèchement partiel de la Méditerranée qui a lieu il y a entre 5 et 6 millions d'années, à la suite de la fermeture du détroit de Gibraltar. Donc, en fait, il y avait pas mal voilà, il y avait l'assèchement partiel de la Méditerranée, et donc il y avait beaucoup de zones qui étaient au niveau de l'eau. Et voilà, et c'est tous ces épisodes géologiques qui créent aujourd'hui cette très grande profondeur de Méditerranée et aussi très proche de nos côtes, puisque nous, en zone Ramoge, on a effectivement une ligne de profondeur de 2000 mètres ici, qui s'étend de 15 à 20 km de la côte, donc c'est vraiment très proche. Et puis localement, il y a vraiment des zones très profondes, encore plus profondes, avec de nombreux canyons. Et puis ces zones sont largement méconnues aujourd'hui. Et alors, comment sont nées du coup la volonté de mener ces campagnes d'exploration ? En 2014, la CDB, la Convention sur la diversité biologique, détermine des critères d'identification de zones d'intérêt écologique et biologique en fonction de l'unicité ou la rareté de la zone et des écosystèmes, l'importance écologique, la diversité biologique, encore la vulnérabilité et la fragilité. Et donc cette convention a vraiment défini des zones d'intérêt biologique et écologique en Méditerranée, ce qui a mené les scientifiques de l'accord Ramoge à conduire la même année, en 2014, les premières études pour identifier les sites d'intérêt pertinents, en fait, écologique ou biologique, au sein de la zone Ramoge. Et donc cette étude a révélé 67 zones d'intérêt écologique et biologique, dont la plupart sont des têtes de canyon et des monts sous-marins. Or, à l'époque, voilà, ces zones sont largement méconnues et inexplorées, ce qui a conduit les scientifiques de l'accord Ramoge à s'engager dans ce nouveau programme ambitieux d'explorer les milieux profonds de Méditerranée. Et donc, à partir de 2015, on a pour le moment mené 3 campagnes d'exploration, donc 2015, 2018, 2022, ce qui nous a permis d'explorer 14 zones parmi les 67 qui ont été identifiées. Et parmi ces 14 zones, voilà, de manière plus précise, vous avez tous ces sites qui ont été explorés. Donc, rapidement, pour 2015, voilà, en jaune, ce sont les 6 sites que vous voyez. Dans ces 6 sites, on a fait 15 plongées du ROV. C'est un robot sous-marin philo-guidé, en fait. C'est grâce à ces ROV qu'on fait les campagnes d'exploration. Je vous expliquerai un peu mieux après comment sont menées les campagnes. Donc voilà, dès 2015, 6 sites, 15 plongées, plus de 20 km de transect, 20 heures de vidéos enregistrées et ensuite analysées. 2018, vous avez les 7 sites en vert, une plongée par site. Et puis voilà, ça correspond à 40 km de transect, plus de 50 heures de vidéos enregistrées. Et 2022, 5 sites, 11 plongées du ROV, pareil, 20 km de transect, plus ou moins 20 heures de vidéos. Donc on est ravis d'avoir déjà pu observer tous ces sites qui étaient vraiment méconnus jusque-là. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, les scientifiques de l'accord Ramoge embarquent sur un navire océanographique, donc qui est mis à disposition soit de la France, soit de l'Italie.
Ils embarquent pour une semaine et ils explorent les différents sites qui ont été sélectionnés. Première étape, c'est l'obtention des données morphobathymétriques. Donc en fait, avec un sonar multifaisceau, on récupère les données du relief des fonds marins, ce qui nous permet de réaliser la carte des fonds, en fait, de bien connaître à quoi ressemblent ces fonds, avant d'aller les explorer. Et donc la deuxième étape, c'est, donc évidemment, les données de géolocalisation sont enregistrées chaque seconde, on sait exactement où on va faire les plongées du ROV. Et donc le ROV est immergé entre 50 et 2200 mètres de profondeur pour réaliser ce qu'on appelle donc les transects, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le ROV va avancer tranquillement sur les sites pour ensuite réaliser des vidéos de tous les fonds. Et voilà, c'est vraiment des collectes de vidéos haute résolution et beaucoup de données analysées. Les scientifiques passent vraiment beaucoup de temps à analyser chaque seconde de la vidéo. On réalise aussi un rapport sur chaque observation que l'on observe à chaque seconde, ce qui nous permet vraiment d'établir un vrai état des lieux du site qu'on explore. Alors juste pour vous montrer un petit peu les moyens qui ont été utilisés. En 2015 et 2022, c'est le navire scientifique Astrea de l'ISPRA, qui est l'institut de recherche italien, avec 2 ROV différents à chaque année qui ont été utilisés. Mais à chaque fois, les 2 ROV pouvaient couvrir des zones jusqu'à 500 mètres de profondeur, ce qui fait qu'en 2015-2022, voilà, on a pu explorer des zones allant de 50 à 500 mètres de profondeur. Ici, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les fonds marins. On peut explorer voilà, le talus continental et puis le début un peu là, de ces pentes jusqu'à des zones où il n'y a plus de lumière. Et puis en 2018, on a eu la chance d'avoir l'Atalante, qui est un navire scientifique de l'Ifremer, avec le ROV Victor 6000, que vous voyez ici la taille par rapport... Là, ils sont assez petits. Hein. Là, c'est vraiment un très grand ROV qui peut aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur, d'où son nom. Et nous, avec cette campagne Ramoge, on a pu explorer du coup des profondeurs qui n'avaient pas été explorées jusqu'à présent, donc de 360 à 2200 mètres de profondeur. Alors, quelles découvertes? Donc là, je les ai un petit peu catégorisées. Après, je vais vous montrer des photos et des vidéos sympas des campagnes. Tout d'abord, biodiversité exceptionnelle. Vraiment, ces fonds sont méconnus et on ne peut pas les voir comme ça à l'œil nu. Donc, on a vraiment découvert une très belle biodiversité qui mérite d'être connue et préservée. On a eu la chance aussi d'avoir vraiment des premières observations, que ce soit vraiment en Méditerranée, avec également l'observation d'espèces rares ou menacées d'extinction. On a eu aussi des belles surprises de vestiges de périodes passées que je vous expliquerai tout à l'heure. Et évidemment, on voit bien sûr l'impact de l'homme à ces grandes profondeurs. Et alors, donc globalement, ici, quelques photos des fonds que l'on rencontre. En fait, les fonds en grande profondeur sont catégorisés en 3. Donc, on a les fonds sablo-vaseux, les fonds rocheux et puis le coralligène. Mais vous voyez qu'en fait, peu importe le fond, il y a quand même une belle biodiversité à préserver. Donc voilà, dans les fonds sableux, vous avez des beaux oursins crayons, une raie, un poulpe, et ça c'est une baudroie vue de très près qui s'est laissée approcher. Dans les fonds rocheux, on a les poulpes, un congre, une murène ou encore une langouste. Et puis le coralligène, c'est vraiment un écosystème à la base de la richesse des profondeurs, avec beaucoup de cnidaires, de gorgones que vous voyez là. Là, ici, c'est un gorgonocéphale sur une gorgone, c'est une ophure, un peu comme une étoile de mer, pour faire un raccourci. Et vous voyez, en fait, c'est le coralligène qui est vraiment à la base de la biodiversité. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vie associée, en fait. Ici, vous voyez les poissons, mais vous allez mieux découvrir ça avec une vidéo qui va suivre. Mais en tout cas, pour résumer de cette belle biodiversité, à chaque campagne, à chaque fois, c'est plus de 120 espèces observées et plus de 30 000 individus. Et parmi ces individus, les groupes que l'on observe le plus, c'est les porifères, donc les éponges, les échinodermes, oursins, étoiles de mer, les cnidaires, donc voilà, les coraux, les gorgones, et puis les cordés, donc notamment les poissons en fait. Et je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un peu les clichés que l'on observe et résumer quelques découvertes. Il y en a vraiment beaucoup. Au départ, je voulais vous montrer toutes les découvertes un peu exceptionnelles, mais ça allait prendre beaucoup trop de temps. On m'a dit que j'avais que 20 minutes. Donc j'ai vraiment fait une sélection, mais en tout cas, vraiment, il y a de très belles découvertes, des belles premières observations. Donc là, j'ai fait une sélection, c'était un peu dur pour moi.
ce que je vous montrais tout à l'heure, les sites explorés pendant les 3 premières campagnes. Donc une très belle biodiversité. Au départ, je vous ai mis un peu le fond sableau vaseux avec beaucoup de poissons. Passe au fond rocheux. Ce poulpe, voilà, il est particulièrement joueur, hein. Il a joué un moment. Moi, j'ai gardé 2 secondes, mais il est passé un moment sur la vidéo du rob. Et là, on va passer au coralligène avec première découverte. Cette espèce, ce sont des coraux blancs. C'est la première fois qu'on les découvre si près à Bordighera et il y en avait vraiment beaucoup. Et puis là, on passe au coralligène avec vraiment de nombreux gorgones et coraux qui abrite une biodiversité exceptionnelle. Vous voyez que c'est là il y a le plus de biodiversité, que ce soit en poissons, en faune fixée. Ce sont des coraux noirs aussi très importants pour la biodiversité. Ça, c'est un espèce de cnidaire, Isidella elongata, rare et en danger critique d'extinction, qui a été observé à plus de 1000 mètres de profondeur. Également Placogorgia, pareil, très rare en Méditerranée. Il y a une petite vidéo où on voit vite fait ensuite là la petite faune associée. Les gorgones avec les poissons. Cadetix laticeps, c'est la première fois qu'on l'observe en Méditerranée depuis 1974 et c'est un des rares poissons vivipares de Méditerranée, c'est vraiment très rare. Un des vestiges du passé, cette amphore antique de plus de 2000 ans qui n'est pas du tout recouverte par les sédiments au large. Et tout ça, ce sont des fossiles d'une espèce de gorgone, Paragorgia arborea, qui n'était pas connue jusqu'alors en Méditerranée. Et en fait, la datation d'un échantillon, parce qu'il y a aussi un manipulateur du ROV, la colonie avait 200 ans et elle était présente il y a 10 000 ans, pendant la période glaciaire, quand la Méditerranée était très froide, et à la fin de cette période glaciaire, elle s'est éteinte. Et puis ensuite, il y a l'envers du décor. Voilà, tout ça, c'est des déchets à perte de vue. Puisqu'en fait, à chaque plongée, il y avait au moins un déchet, quoi. Beaucoup de filets de pêche, hein, où la faune est complètement embarquée dedans. Là, le rov, il s'est même pris sur la ligne de pêche, en fait, là on ne le voit pas, mais il était coincé. Des cnidaires qui sont emmêlés, voilà, là aussi toutes les gorgones emmêlées dans les filets. Et un poisson-lune, vivant, on n'a rien pu faire, il était juste coincé dans cette ligne de pêche. Et puis on découvre de tout, hein. Vous avez vu un casque de moto, en fait la plupart des déchets, 80% vient de la terre. Et ici, c'est à perte de vue, à 2000 mètres de profondeur, où la vie n'est plus capable de se développer. Et c'est un canyon au large de Monaco, qui joue vraiment comme une zone d'accumulation de tous ces déchets. Et voilà, ce pot de yaourt Chambourcy, la marque n'existe plus depuis 1996. Donc voilà, c'est vrai que ces campagnes, elles apportent de précieuses connaissances sur ces fonds, que ce soit de voir la belle biodiversité, mais aussi de voir malheureusement toutes ces pressions anthropiques qui se retrouvent à ces profondeurs complètement inconnues. Alors, quand je monte ces vidéos, on me demande souvent, mais est-ce que vous les avez ramachés, ces déchets? Qu'est-ce qu'on fait? On est à plus de 2000 mètres de profondeur, malheureusement, ils sont là, on peut plus rien en faire. Mais en fait, on utilise ces vidéos ensuite pour sensibiliser, quoi. Parce que là, l'idée, c'est de ne plus en rajouter. Tous ces déchets, la majorité vient des activités terrestres. Voilà, le pot de yaourt, le casque de moto. En fait, l'idée, c'est de sensibiliser le grand public, mais aussi les collectivités, à ne pas en rajouter. Et donc, à la suite de ça aussi, Ramoge a réalisé un guide destiné aux collectivités locales pour réduire les déchets, la quantité de déchets qui se déversent dans la nature, pour essayer de ne pas empirer la situation, en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment alarmant de voir cette accumulation à plus de 2000 mètres de profondeur, où on n'est plus capable de rien faire. Donc voilà, à quoi servent ces données? Eh bien, ça nous permet d'acquérir des connaissances inédites sur l'état de préservation en fait, de ces écosystèmes, hein. Autant la présence d'espèces inconnues qui mériteraient d'être protégées, mais aussi voilà, permettre d'évaluer l'état anthropique dans ces écosystèmes, donc évaluer leur état de santé. Et la finalité, c'est vraiment de proposer des recommandations de préservation. Et donc pour vous donner un peu des exemples concrets, à la suite de ces campagnes, on a créé une zone Natura 2000 de plus de 1000 km², en fait, là où il y avait les 3 monts sous-marins au large italien. Donc ils incluent les 3 monts, et c'est notamment grâce à la
présence d'Isidella elongata, dont je vous ai montré le cnidaire très rare en danger critique d'extinction, Placogorgia aussi, avec une très riche biodiversité en fait grâce à ces habitats 3D qui sont vraiment favorables au développement de nombreuses espèces. Et également à Bergeggi, pareil en Italie, on avait exploré une zone à côté de l'aire marine protégée. Et la découverte de coraux blancs dans ces zones a permis d'étendre l'aire marine protégée de Bergeggi pour les protéger. Donc c'est vraiment la finalité de ces campagnes Ramoche, c'est d'acquérir de nouvelles connaissances sur ces fonds qui sont méconnus pour espérer pouvoir les protéger mieux. Et du coup, on est ravis de pouvoir continuer nos campagnes d'exploration. Donc notre prochaine campagne, elle aura lieu en fin d'année. On prévoit donc 6 jours d'exploration grâce au navire Alfred Merlin du DRASM, c'est le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marin de Méditerranée qui dépend du ministère de la Culture français. Très beau navire qui sera équipé aussi d'un ROV que vous voyez là, qui peut aller jusqu'à 1200 mètres de profondeur avec des caméras haute résolution et également un manipulateur. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on avait pu récupérer un échantillon d'un fossile. Là, si jamais, en fonction des découvertes, on pourra aussi récupérer des échantillons. Et donc sur cette carte, je vous ai remis tous les sites explorés pendant les précédentes campagnes et les nouveaux sites qu'on va explorer en fin d'année. Donc le canyon de Stockade, qui va jusqu'à 1400 mètres de profondeur. Et la zone est partiellement connue grâce à la campagne d'exploration 2015 là, qui est à côté, mais aussi à d'autres campagnes menées en 2018. Et en fait, on sait du coup qu'il y a du corail blanc, du corail jaune, aussi des huîtres géantes. Donc en fait, c'est aussi pour faire le suivi de l'état de conservation de ce canyon qui n'a pas été observé depuis longtemps. On est ravis aussi de pouvoir inclure Nice maintenant dans nos sites à explorer. Ce sera à discuter avec la métropole pour voir quels sont les sites les plus pertinents à explorer. C'est aussi en lien avec la création de l'aire marine protégée de Nice. Donc vraiment pour pouvoir acquérir les connaissances nécessaires pour effectuer les mesures de préservation les plus efficaces et pertinentes. Alors, à Monaco, c'est encore à définir, mais ce sera dans le canyon. Parce que grâce aux campagnes Ramoge, en fait, comme je vous disais, on peut faire aussi les données des morphobathymétriques. Grâce aux campagnes Ramoge, on a pu cartographier le fond de Monaco. Avant, on ne l'avait pas, on n'avait pas toutes ces données. Et là, il reste vraiment une petite zone à explorer dans le canyon de Monaco. Donc, on ne connaît pas exactement les fonds. Donc, l'idée, c'est de, en fait, améliorer les connaissances sur cette petite zone inconnue. Également au Cap Martin, alors ça c'est aussi dans le cadre d'un projet, il s'appelle projet CAPEM, qui vise en fait à étendre et à aller vers une cogestion du site naturel 2000 de Cap Martin et Capo Mortola en Italie. Et en fait dans l'idée, ce serait en Cap Martin, vu que c'est des zones qui n'ont pas été explorées, les grandes profondeurs, d'explorer ces zones pour acquérir des connaissances et vraiment améliorer la stratégie qui va naître de ce projet. Notamment, il y a un canyon en fait, qui est vraiment au large de l'Italie aussi, donc, dont on voudrait explorer, qui va jusqu'à 1000 mètres de profondeur, je crois. Et ensuite, en Italie, Arma di Taggia, on avait exploré ce coin-là du canyon en 2015. Et là, l'idée, c'est d'explorer l'autre côté parce qu'on avait vu qu'il y avait une très belle biodiversité. Et comme c'est à proximité aussi d'une aire marine protégée, ça permet de connaître un peu mieux le milieu et d'éventuellement étendre la réserve. Et ce canyon également, oui, alors ça, c'est pour vérifier en fait la présence de corail rouge et de coraux blancs qui ont été signalés par des pêcheurs locaux. Donc pour le moment, on ne connaît pas du tout ces fonds, mais si effectivement il y a ces espèces-là, c'est vraiment important d'aller les explorer et peut-être d'espérer les protéger. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci Clara. Si vous avez des questions, il y a un micro. Oui, j'aurais juste une question sur la capacité d'exploration maximale des profondeurs. C'est à partir de quel mètre? Merci. La profondeur maximale, c'est ça que vous avez dit? En fait, ça dépend du ROV qu'on utilise. Donc là, comme je vous ai montré, le ROV qu'on a utilisé le plus performant, il pouvait aller jusqu'à 6000 mètres, mais nous, on allait jusqu'à 2000 mètres. Donc ça dépend vraiment de la capacité du ROV. Là, celui qu'on va utiliser pour la fin de l'année, il peut aller jusqu'à 1200 mètres. Donc on compte bien exploiter ses performances et aller explorer les canyons un peu plus profonds de la zone. Oui,
Bonjour. J'avais cru comprendre qu'à un moment donné, on disait que le corail rouge, quand il devenait blanc, qu'il était malade et mort. Et là, je vois qu'il existe du corail blanc. Est-ce que c'est du corail malade ou est-ce que c'est une autre espèce? C'est vrai que ça peut porter à confusion. Non, en fait, il est appelé corail blanc, c'est son nom commun, mais c'est le nom de ce corail. Il n'est pas malade. C'est une espèce effectivement de corail qui n'est pas symbiotique, hein, donc en fait, il reste blanc tout le temps. Mais c'est une espèce vraiment d'intérêt biologique particulier. Il abrite beaucoup de biodiversité, donc très, très intéressant pour nous d'avoir des données à Méditerranée, parce qu'en fait, il n'est pas présent partout non plus dans le monde, hein, c'est assez restreint, et il y a beaucoup de zones en Méditerranée où on ne savait pas qu'il existe encore, donc voilà. Mais en tout cas, il va bien, il n'est pas malade, c'est une vraie espèce à part entière, oui. Merci à vous. D'abord, bravo pour ce que vous faites, c'est extraordinaire. Est-ce que vous envisagez de retourner sur des sites déjà analysés, observés, pour voir l'évolution? Oui, absolument. Ça a été d'ailleurs discuté pour cette prochaine campagne. La question entre les scientifiques, c'était est-ce qu'on va vérifier justement des sites qui ont été explorés 10 ans plus tôt, hein, en 2015, voir un peu l'évolution, ou est-ce qu'on va explorer de nouveaux sites? Alors là, pour cette année, effectivement, on a décidé d'explorer de nouveaux sites, non seulement parce que la capacité du ROV permet d'aller jusqu'à 1200 mètres de profondeur, et comme effectivement cette zone est très peu inexplorée, on a préféré aller voir de nouvelles zones, profiter de cette capacité de profondeur. Mais absolument, c'est vraiment l'idée de pouvoir, dans des campagnes futures, de retourner dans des sites précédents et voir un peu l'évolution, que ce soit la préservation de l'écosystème ou l'évolution des pressions. Oui. Oui, s'il vous plaît, la fosse Calypso, pourquoi Calypso? Pareil, la fosse Marianne, pourquoi les Mariannes? Enfin, la question c'est plus pour Calypso à la base, mais... Pourquoi elle s'appelle Calypso? Tout à fait. Très bonne question, je ne saurais pas vous répondre. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneuse, je ne sais pas du tout, désolée. Bravo pour votre exposé vidéo, là c'est bien, vraiment du bon boulot. Merci beaucoup. Calypso, je pense que c'est par rapport à Cousteau. Cousteau qui a fait beaucoup de recherches. Et justement, alors, concernant Cousteau, qui a fait d'innombrables recherches archéologiques, il a même cherché la mythique Atlantide en Méditerranée, en premier lieu. Hein. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez trouvé comme vestiges archéologiques? Parce que vous descendez profond et vous avez du matos maintenant là. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant? Voilà ma question. Comme vestige archéologique, hein, comme vestige Alors, archéologique. Archéologie, vraiment, c'est la seule chose que je vous ai montré, c'est l'amphore. Maintenant, quand je disais qu'on avait aussi des vestiges de la période passée, je pensais non seulement aux fossiles dont je vous ai montré de la Gorgone, qui n'était pas du tout connue en Méditerranée et qui est éteinte maintenant, mais on a aussi fait pas mal de découvertes, plutôt en termes géologiques, qui permettent de voir, par exemple, l'ancien niveau de l'eau. Je ne vous ai pas montré ici dans la vidéo, mais par exemple, à 500 mètres de profondeur, on a vu des roches qui avaient été érodées par l'eau douce ou alors par les vagues de l'eau de mer. Et en fait, du coup, on savait qu'à cet endroit-là, à 500 mètres de profondeur, avant, il y avait le niveau de l'eau. C'était plutôt comme ça. On avait aussi des vestiges justement de la période de l'épisode messinien dont je vous parlais avec l'assèchement partiel de Méditerranée, non seulement avec ces zones émergées qui étaient érodées, aussi avec la formation de ce qu'on appelle des karstes. En fait, c'est comme des trous qu'on voit dans les roches calcaires qui ont été formés notamment avec l'eau de pluie. Et pareil, c'est vraiment très très profond, à plus de 500 mètres de profondeur. Maintenant, les organismes, ils aiment bien se mettre dans ces trous-là, hein, d'ailleurs. Mais à l'époque, ces trous, ils se sont formés quand les roches, elles étaient au-dessus du niveau de l'eau, avec l'eau de pluie ou les rivières. Et donc, en fait, c'est vraiment cette période passée qu'on voit là, plutôt d'un point de vue géologique. Oui, voilà. Parce que mais du archéologie, côté... effectivement. Mais d'ailleurs, c'est fabuleux, oui, l'archéologie. Ouais. D'ailleurs, comme là, cette année, on aura un navire du DRASM, donc le département des recherches archéologiques. Eux, ils étaient bien contents aussi de pouvoir mettre nos forces en commun et de se dire peut-être qu'on va faire des observations biodiversité, mais aussi on va chercher un peu de l'archéologie. Et donc, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vers Gibraltar, il y a eu de gros travaux qui ont été faits. Aux alentours de Malte aussi. La Méditerranée est un livre ouvert, hein. Et l'archéologie, c'est quand même très important, surtout en ces époques actuelles. Voilà. Oui. Merci pour votre travail. Merci à vous. Sachant que il y a une info, ça a été annoncé par le DRASM il n'y a pas longtemps, mais on a trouvé une épave à 2500 mètres de fond du XVIe siècle au large du Var, je crois. Oui, il n'y a pas très longtemps, donc très bien conservé. Oui, oui. Avec des beaux vases encore presque peints et tout, c'était très 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 beau. Bonjour. Bonjour.
Oui, j'ai constaté là, les détritus, c'est lamentable, là, aussi près comme ça. Là. Mais est-ce que quand vous vous éloignez, est-ce qu'il y en a autant en profondeur? Là, c'était devant Monaco. Alors, c'est devant Monaco, mais c'est quand même au large, hein, parce que c'est le canyon de Monaco à 2000 mètres de profondeur, donc on est quand même déjà au large. Là, c'était le point le plus loin et le plus profond qu'on a exploré. Et il y en avait autant. Ah oui, oui. Ah, mais c'était, là, comme vous avez vu, une étendue. Terrible. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vie que les déchets. C'est vraiment la zone d'accumulation, en fait, avec les courants et tout, ça s'arrête là. Et une fois que c'est pris dans les canyons, il n'y a plus de courant pour les soulever, quoi. Merci. Merci. On va prendre une dernière question, après on va pouvoir enchaîner sur le film. Bonjour, oui, je me demandais, les formations géologiques qui sont sous la Méditerranée, c'est quoi? C'est calcaire, c'est vraiment une question de néophyte. Hein. Alors moi, je ne suis pas géologue, hein. Je suis biologiste marin de formation, mais en tout cas, il y a forcément du calcaire, mais en fait, c'est beaucoup sédimentaire, quoi. Après, je ne sais pas si quelqu'un saurait mieux répondre que moi, mais oui, pour moi, c'est sédimentaire. Et tout à l'heure, vous aviez dit un mot, transect ou quoi? Transect, hein? Transect, peut-être? Oui, c'est ça, je crois, mais je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Oui, c'est un terme spécifique. En fait, c'est juste pour dire le parcours. C'est le parcours du roc qu'on appelle transect. D'accord. Merci beaucoup. Ah oui, quand même une question. Quand on se baigne à Nice, moi, je n'ai pas l'habitude de Nice. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait une bête qui remonte des profondeurs comme ça? Alors, peut-être que le film de tout à l'heure... On sent le froid qui remonte des abysses, là. Alors, s'il y a une créature qui remonte, en tout cas, il n'y a rien qui peut vous attaquer. C'est que du positif de voir des espèces comme ça qui remontent nous dire coucou, comme je pense qu'on va le voir ensuite avec le film passionnant ensuite sur le Régalec. Mais il n'y a rien à craindre, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Du coup, la transition est toute faite, Oui. parce que justement, on va parler d'une créature qui remonte. Voilà, pour venir vous voir. Sachant que si vous voulez voir des choses qui viennent un peu des canyons, vous allez vous baigner la nuit avec une lampe. Voilà, à Menton, à Carnolès ou à Villefranche, et vous allez voir du plancton qui était poussé qui remonte en fait toute la nuit. Hein. En général, c'est la plus grande migration du monde vivant, et donc vous allez en voir partout. À peine vous allez mettre une lumière dans l'eau, qu'il y aura des nuages de plancton, et moi tous les étés je m'amuse à faire ça, c'est très bien. Voilà. Donc on va pouvoir accueillir David Luquet peut-être. Merci à Clara. Merci à vous pour votre présence et vos questions. Merci. Je te laisse présenter le film, présent. Bon, bonjour. Donc, je vous explique brièvement les circonstances de ma découverte de ce poisson. J'ai été plongeur scientifique à l'Observatoire océanologique de Villefranche, qui s'appelle aujourd'hui Institut de la mer. Et nous faisions une mission sur une bouée pélagique au large qui mesure la lumière et dont elle sert à calibrer les satellites pour mesurer la couleur de l'océan et détecter les blooms de phytoplancton. Voilà. Et donc, j'ai fait à peu près un peu plus de 140 plongées sur ce site au large, et au bout de la 4e année de travail, je suis tombé sur un poisson de 5 mètres de long. Pratiquement personne ne savait qu'il y en avait en Méditerranée. Et voilà, donc on a fait, un réalisateur de film m'a contacté, on a fait un film pendant 2 ans et demi. Nous avons plongé, en fait, surtout de nuit, puisque c'est un poisson qui vit à 1000 mètres de fond et il suit la migration du plancton. Alors, le plancton, il faut savoir que la nuit, il remonte en surface et le jour, il redescend à 400 mètres de fond. Voilà. Et donc, ce poisson qui se nourrit de krill, les petites crevettes planctoniques, qui est la nourriture aussi des baleines et des rorquals, voilà, donc il suit cette migration et parfois, il reste en surface, comme il y avait cette bouée qui était un point fixe au milieu de nulle part. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire cette rencontre. Je vous propose maintenant de voir le film, et puis je répondrai, si vous avez des questions, je répondrai très volontiers.
Alors, il y a d'autres biologistes, moi je suis biologiste marin, il y a Marie aussi, il y a Clara, je pense qu'on a tous cette sensibilité sur ce genre de film et savoir à quel point c'est exceptionnel de pouvoir voir ce genre d'images et toute la méthodologie scientifique qui a été suivie pour essayer de comprendre la biologie de l'espèce, quand même c'est assez incroyable de voir ça. Donc je suppose que vous avez beaucoup de questions, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de film, donc j'ai le micro, je vous le passe si vous avez des questions, et donc David est là. Tu peux t'asseoir si tu veux. Hein. Bonsoir. Bonjour. Merci de prendre cette question. Je fais un lien tout de suite avec les métagénomics d'un biologiste japonais qui s'appelle Monsieur Gojo Bori. Est-ce que prendre de l'ADN des régalèques, c'est pour faire derrière de la bioinformatique, j'ai compris que c'était ça le terme employé, donc de faire du répertoriage de l'ADN du vivant. Est-ce que ça s'inscrit dans ce champ-là? C'est la question. Sinon, je me permets au passage de dire qu'il y a aussi les murènes qui font de l'autotomie, si je n'ai pas dit un taux de trop, l'autotomie, voilà. Et là, je renvoie au film Murina de Kuzijanovic. Voilà. Merci d'avance pour votre réponse. Donc, ça, je ne peux pas trop vous dire si c'est permis, c'est ça que vous me demandez? Pour la génétique, quand on prélève pour faire des données génétiques, est-ce qu'après c'est utilisé comme base de données finalement globale? Certainement. Là, je pense que c'était une première avec le régalec. Et bien sûr, ça alimente des bases de données. Oui, en général, les universités sont connectées sur des mêmes bases de données et chaque empreinte génétique est répertoriée. On fait du barcoding et en fait, ça permet à chaque fois qu'on récupère un nouvel organisme, on peut refaire des tests et comparer génétiquement et de comprendre d'où vient quelle population, etc. Oui. Donc c'est quelque chose qui se fait énormément. Oui, peut-être il faudrait contacter Tyson Roberts, qui est le spécialiste mondial du régalec. Lui, il vit en Indonésie, en Thaïlande. Voilà. Après, souvent, c'est en biologie marine, donc on utilise cette technique depuis pas si longtemps que ça, en réalité, parce qu'avant, les tests génétiques étaient très chers. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de faire du séquençage. L'idée, c'est surtout de comprendre, souvent, c'est pour comprendre le déplacement des populations, surtout sur les poissons côtiers, par exemple, pour comprendre comment les sars se déplacent de côte en côte, et aussi comprendre où est-ce qu'ils vont se reproduire aussi. Donc ça permet de mettre en place des aires marines protégées, par exemple. Il y a déjà eu des exemples où on utilise ce genre de données génétiques pour comprendre d'où viennent les populations, ou alors comment certaines espèces fixées, comme des gorgones ou comme des coraux, peuvent se répandre par les pontes, côte en côte, et pouvoir comprendre d'où viennent les individus d'une certaine côte à une autre. Par exemple, il y a des populations en Espagne, on a compris comme ça que ça provenait de Perpignan, ou un peu plus au-dessus. Donc on a compris le cheminement de la ponte et des courants. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ça, c'est pas du domaine de la biologie marine. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste savoir, pendant le film, évidemment, il y avait quelqu'un d'autre qui filmait. Oui, c'était comme si vous étiez tous les deux, mais c'était filmé par qui d'autre ou juste une autre personne ou il y avait une équipe en bas? En fait, le caméraman principal, c'était Roberto, que vous avez vu en photo. Et sinon, après, il y avait plusieurs acteurs, dont moi. Et voilà. Il y a eu un autre caméraman au début, mais bon, il n'est pas trop resté parce que je jugeais que c'était dangereux, les plongées qu'on faisait, que c'était trop dangereux. Et il s'est retiré du tournage. Parce qu'en fait, on plongeait, on avait des fenêtres météo qui étaient toujours étroites. On avait un jour, des fois 2 jours, et on plongeait toutes les 4 heures, 2 jours et 2 nuits. Voilà. Il fallait qu'on descende à 40 mètres pour voir si on trouvait le régalec, et on remontait. Voilà, on était toujours mouillés, quoi. Du coup, on avait tout juste le temps de se reposer, c'est tout. Voilà.
Sur le Régalec, pendant le tournage, on a dû faire une bonne quinzaine, enfin c'était, non pas des plongées, c'était des sorties, je vous dis, aller plonger, si on a toutes les 4 heures, ça fait du nombre. Hein. Mais je veux dire, on a fait beaucoup de plongées où on ne voyait rien. Enfin, pas de Régalec, il y avait toujours quelque chose à voir, hein, du plancton qui était magnifique. Mais les plongées, en moyenne, je ne sais pas, on a peut-être fait 50, 60 plongées, peut-être plus. Voilà, oui. Parce qu'il faut tomber sur les grands individus, parce que les adultes, eux, n'ont pas peur de l'homme. Mais il y en avait des plus petits qui faisaient à peu près 3 mètres de long, ça devait être des ados peut-être. Et ceux-là, ils étaient très nerveux. Et dès qu'on s'approchait, c'est un de ceux-là qui nous a amenés à 70 mètres. Là. Ils sont, en fait, on dirait qu'ils nagent pas. Mais c'est juste l'ondulation qui les fait descendre, comme ils sont très, très effilés. Voilà, tout à fait. Voilà, oui. Voilà, oui, voilà. Non, on n'a pas conscience. Au début, on croit qu'il est... Puis on s'en aperçoit parce qu'à force de descendre et de remonter, on sort, on a les oreilles... Voilà. C'est... Il faut passer le micro. Qui a le micro? Oui, je suis là. Oui. Merci beaucoup pour ce film magnifique. Vraiment, je ne connaissais pas du tout. J'ai été scotchée. Enfin, physiquement, c'est un travail de fou. Franchement, bravo à vous. Moi, je m'intéressais au fait qu'il y a d'autres régalecs qui ont été trouvés dans d'autres régions du monde. Est-ce que les analyses génétiques donnent des types différents? Est-ce que vous savez à peu près ça? Est-ce que... En fait, oui, le Regalecus glen, c'est celui qui est en Méditerranée et dans le Pacifique. Ça, c'est le Russella. Ah oui, il n'a pas le même nom, c'est ça? Non, voilà. Celui-là, il a des points, et il est tacheté. Tandis que le Glesne, il a des petites marbrures bleues. Voilà. Et donc, vous avez été un des seuls à le découvrir, ce poisson? Est-ce qu'on en a trouvé depuis? Pratiquement personne l'avait découvert. D'ailleurs, c'était à cette époque-là, le Thalassa avait sorti une émission sur le Régalec, et ils sont partis directement en Thaïlande. Et quand je les ai contactés, ils m'ont dit c'est dommage, on a bouclé l'émission. Et ils ne savaient même pas qu'il y avait une Régalec en Méditerranée. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et monsieur Oui. Il y a des Régalecs mâles et des Régalecs femelles? J'imagine, oui. Et leur mode de reproduction et de vie quand ils sont au fond? Ça, on ne sait rien du tout sur ce poisson. Il faudra replonger alors. Ah oui, mais ça c'est très volontiers. En fait, j'avais entendu parler au sujet de l'autotomie. C'est pas uniquement quand il est agressé. D'ailleurs, on m'a raconté, des pêcheurs m'ont raconté en avoir vu en surface, et ils avaient essayé de l'attraper avec l'épuisette. Il s'est coupé en une dizaine de morceaux. Et après, il est reparti. Mais aussi en période de disette, l'hiver, quand il n'y a rien à manger, il s'autotomise lui-même pour conserver que son métabolisme arrive à survivre. Quoi. Voilà. En fait, J'en avais vu en hiver, justement. Souvent, on les voit très courts. Quoi. Ils faisaient 1,50 m, 2 mètres. Et ils sont coupés jusqu'à l'anus. Quoi. Voilà. Oui, justement, c'est une partie de ma question. En fait, je voulais savoir comment fait-il pour se débarrasser de parties de son corps? Comment fait-il? Ça, il faut lui demander, je ne sais pas. En plusieurs morceaux, là, en plusieurs fois, on m'a raconté qui s'autotomisait. Donc, ça fait qu'un prédateur, il voit plusieurs morceaux, et le Régalec, il a plus de chances de pouvoir s'échapper. Parce que si le prédateur tape dans un morceau, oui, il s'échappe. C'est comme le poulpe quand il lâche du noir. Il permet de... Il fait diversion. Voilà. Je
pense, oui, puisqu'on voyait le bout de la queue là, qui commençait à repousser sur un. Voilà. Oui. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour ce très beau reportage. Je voulais vous demander si dans ces plongées très profondes, vous devez respecter, pour reprendre une autre plongée, un temps, un intervalle. Je ne sais pas comment dire. Oui, bien sûr. On n'avait pas lié à faire. En fait, on descendait à 40 mètres, mais on restait pas longtemps. On restait peut-être 30 secondes, 1 minute, pour voir s'il y avait quelque chose. Et après, on remontait. L'essentiel de la plongée se faisait en moins de 10 mètres, quoi, voilà. Mais on faisait toujours une incursion profonde pour voir si on en voyait, quoi. Ce qui était difficile, c'était de ne pas se perdre, parce que le câble en Kevlar, il est gros comme le doigt, à peu près 2 cm de diamètre. Et avec le faisceau du phare, dès qu'on s'en éloignait à plus de 2 mètres, on ne le voyait plus, quoi. On avait même eu un déboire parce que lors d'une plongée, c'est moi qui faisais la sécu. Et j'avais remarqué qu'à l'arrière du bateau, il avait des lumières. Moi, je me dis, c'est bon, je regarde la lumière et je retrouverai le bateau. On faisait notre plongée et puis je voyais toujours de la lumière comme ça. Et à la fin de la plongée, on remonte, on fait nos paliers à 3 mètres, et puis on commence à nager 50 mètres, 100 mètres. Au bout de 100 mètres, c'est pas possible, on n'est pas aussi loin. Et je sors, et en fait, il y avait une pleine lune qui était magnifique, qui était sur nous. On était à peu près à 500 mètres du bateau. Heureusement, on était des plongeurs, des plongeurs chevronnés, j'étais qu'avec des pros. On est retourné. Là, ce jour-là, il n'y avait pas de courant. Mais c'est arrivé lors de certaines sorties que le haut de la bouée était à 12 mètres sous l'eau. Et une fois, j'ai dû m'amarrer, j'ai dû me reprendre 3 fois pour aller descendre un bout pour m'accrocher. Et 2 heures après, hop, la bouée reflottait. Le courant ligure des fois, il se divise. Voilà. Et ça peut être très dangereux parce qu'on se fait embarquer. Oui, je crois qu'il est important de saluer le boulot que vous avez fait, c'est-à-dire l'aventure humaine. Et c'est la grande tradition des plongeurs français et italiens. Ils l'ont prouvé pendant la guerre aussi. Il y a eu des opérations terribles qui ont été faites. Mais là c'est la recherche, on est en temps de paix. Hein. Mon papa était sapeur-pompier, il était scaphandrier. Voilà, donc c'est à Nice. À Nice, ouais. C'est lui qui était spécialiste. Il s'appelait comment? Ciara. Mais c'est vieux. Hein. Ouais. J'ai 70 berges, c'est une autre époque. Hein. Moi aussi. Mais c'est lui qui avait en charge les plongées scaphandriers. Donc j'ai toujours eu le plus grand respect pour votre boulot. Hein. Et les Français et les Italiens sont très très forts en plongée. Oui. Et je pense que votre travail, il est au ciel, hein, mais ça ferait plaisir à Cousteau de voir comment on avance très vite. C'est un très beau boulot, vraiment un beau boulot. Et l'ouverture de votre documentaire est magnifique quand vous revenez sur l'iconographie des monstres marins. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y a d'autres monstres mythiques à découvrir, bien sûr. Voir. Bien sûr. Mais bravo pour votre travail. Il paraît qu'on ne connaît que 1% des océans. D'ailleurs, le film, on dirait un film de science-fiction parfois. Vous voyez, c'est fabuleux. Vous avez fait un beau boulot, vraiment. Hein. C'est incroyable parce que là, la première fois que j'ai vu le Régalec, moi, j'allais toujours avec un appareil photo ou une caméra. Hein, mais la première fois, je plonge à 1 mètre de moi, il y avait ce Régalec. Il avait même pas eu peur de. Pourtant, j'ai sauté comme vous voyez dans le film. Hein. C'est fabuleux. Et il était en face de moi. Je me suis dit, personne ne va me croire. J'avais l'appareil éteint, tout, j'étais fébrile, j'ai tout allumé. Puis il n'a pas bougé, j'ai pu faire ma pellicule. Je suis remonté manger, j'ai changé d'objectif. L'après-midi, il était encore là. Et quand ils sont là, c'est surtout avec les adultes. Là, les adultes, là, ils sont. C'est ça. Mais les jeunes, c'est compliqué parce qu'ils sont plus nerveux. Très nerveux, ils restent à distance. Mais en fait, c'est des sortes de sanctuaires. Quand une bouée comme ça, c'est d'une fragilité extrême parce que ça concentre du poisson et les pêcheurs, bien sûr, ils viennent les pêcher.
L'été, on voyait pratiquement pas de poissons. Tous les pêcheurs de thon venaient tourner autour de la bouée et puis essayer de pêcher les petits cerniers qu'on caressait à la main. C'est fabuleux. On devrait protéger tout ça. Voilà, d'ailleurs, quand on voit la beauté du régalec, on n'a qu'une envie, c'est de le protéger, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme mission là, en vue? Qu'est-ce que vous allez faire comme autre plongée? Maintenant, je suis retraité. Mais je suis ouvert. Oui. Mais écoutez, repartir. Bravo pour le boulot et bravo pour le film. Là. Vraiment bravo. Je vous remercie beaucoup.